Je voudrais, dans un premier temps, remercier Monsieur le professeur Belkhadir de me permettre d'intervenir ce matin avec vous et dans cette prestigieuse faculté où j'ai été depuis étudiant. J'ai intégré cette faculté dans les années 70 et chaque fois que je suis ici, c'est avec une grande émotion, n'est-ce pas, que je me retrouve ici. Donc, M. Belkhadir m'a demandé de parler de la prise en charge du diabète au Maroc. Je crois que c'est un sujet très difficile et en fait, je vais essayer de donner quelques aperçus sur la problématique du diabète au Maroc. Alors, on ne peut pas parler du diabète au Maroc sans rappeler cette pandémie mondiale au niveau épidémiologique. Comme vous le savez, maintenant, on estime le nombre de diabétiques dans le monde à quelque chose comme 400 millions. Mais ce qui est très inquiétant, c'est la progression de cette maladie. Et c'est la raison pour laquelle les experts estiment qu'il y aurait plus de 650 millions de diabétiques dans le monde à l'horizon 2035. 2035, c'est demain. Et donc, vous imaginez cette progression exponentielle de cette maladie. Mais cette progression n'est pas la même dans tous les pays du monde, particulièrement dans notre région. Là où, si vous voulez, la prévalence est la plus importante dans le monde, mais aussi la progression à l'horizon 2035, donc qui est pratiquement de 100%. Donc, vous imaginez les défis qui se présentent à nous. Et avec quelques particularismes au niveau de notre région, parce que cette maladie, elle touche essentiellement, par rapport aux pays développés qu'on voyait sur cette diapositive, elle touche la tranche d'âge où les personnes sont les plus actives, entre 45 et 65 ans, et donc avec toutes les conséquences sur le plan du rendement et de cette population active, et donc peut-être des conséquences sur le plan économique. Donc, qu'en est-il sur le plan épidémiologique au Maroc? Ce dont nous disposons comme données, si vous voulez, fiables, c'est l'enquête nationale qui a été faite en 2000. Ça commence à dater déjà, mais ça nous donne une idée. Donc, à l'époque, on estimait chez la population de plus de 20 ans, entre 20, au-delà de 20 ans, donc une prévalence à 6,6%, avec quelques différences, bien entendu, entre le milieu rural et le milieu urbain, parce que la différence est nettement significative au niveau des villes, au niveau urbain. Et bien entendu, les deux sexes sont touchés de la même manière. L'enquête la plus récente, c'est l'enquête Maremar, qui a été réalisée en 2013 par les néphrologues avec le concours du ministère de la Santé, de l'OMS et je crois, des universités belges. Alors, l'échantillon a concerné deux grandes villes, Khmisset et El Jadida. Et donc, vous voyez un peu la méthodologie. Donc, il a concerné la population entre 26 et 70 ans, l'échantillonnage à partir des listes électorales. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un chiffre corrigé, bien entendu, de 13,8%. La réalité est probablement entre les deux. Donc, j'ai essayé de regarder un petit peu les données au niveau du ministère de la Santé. Et ce que j'ai trouvé, c'est le communiqué qui date de 2014 et qui estime, en tout cas au niveau du ministère de la Santé, que la population du diabétique au Maroc est estimée à 1 700 000 et que 560 000 diabétiques sont pris en charge dans les structures de santé publique du ministère de la Santé, et que dans cette population, 240 000 sont sous insuline. Et je rappelle que les insulines sont disponibles au niveau des structures de soins primaires. Alors, pour donner un aperçu, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la situation du diabète au Maroc, nous avons consulté un certain nombre de publications et de publications récentes et d'enquêtes récentes, des enquêtes de la SMEDIAN, de la Société marocaine de sciences médicales, et surtout de l'enquête IDMPS, évidemment, dont la première vague plutôt a été publiée en 2010 et la deuxième vague a été publiée en 2016. Alors, qu'en est-il? Voilà quelques données, quelques constats saillants de ces études-là. C'est qu'on constate la fréquence des comorbidités. Comme vous le voyez, l'obésité est présente pratiquement chez 60% des diabétiques, que 94% ont un syndrome métabolique quand même,
l'hypertension est présente chez 42% des patients et chez 36% d'entre eux, ils ont un trouble lipidique. Donc voilà, quand on regarde la présence des facteurs de risque cardiovasculaire, là aussi, l'hypertension est retrouvée à un taux très important, puisqu'il y a à peine dans cette enquête 18, on va dire 20% qui a une tension artérielle inférieure à 130 80 mm de mercure, que aussi le LDL à moins de 1 mg à 100 mg par décilitre est présent chez à peine 24% des sujets concernés par l'enquête. Donc vous voyez que la présence de l'hypertension, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des dyslipoprotéinémies est importante chez cette population. Alors concernant le dépistage des complications, donc nous voyons que ces complications, en particulier cardiovasculaires et macro et microvasculaires, et particulièrement le pied, donc le pourcentage des patients ayant eu un dépistage est relativement faible, donc ce qui fait que le dépistage de ces complications et donc leur diagnostic pour pouvoir assurer un suivi et un traitement est insuffisant. Alors quand on regarde les complications, fondamentalement, selon la dernière enquête de l'EDMPS publiée en 2016, pratiquement un malade sur deux a eu, traité bien entendu, a eu une hypoglycémie. Alors pour reparler du dépistage des complications dégénératives ici, ça concerne la microangiopathie, vous voyez que le dépistage est relativement faible puisque, comme vous le voyez ici, il y a à peine 65% des patients qui ont eu un examen ophtalmologique dans le diabète de type 1 et 58% dans le diabète de type 2. La neuropathie a été dépistée chez 44, c'est faible quand même dans les deux populations, que ce soit le diabète de type 1 ou de type 2, et la microalbuminurie également. Donc c'est des proportions relativement faibles en ce qui concerne le dépistage de la microangiopathie. Alors, concernant les complications vasculaires, que ce soit les micro ou les macrovasculaires, toujours selon la même enquête, c'est que au début de la maladie, nous constatons quand même un pourcentage relativement élevé des complications dégénératives. Ça veut dire quoi? Que ça progresse avec le temps, c'est tout à fait dans l'ordre des choses, mais que l'on retrouve ces complications au moment du diagnostic du diabète, c'est qu'il y a évidemment un retard diagnostique. La même chose ici, c'est, vous voyez, les pourcentages des complications dégénératives qui est quand même relativement important, qui grimpe avec le temps, mais surtout avec la durée d'évolution de la maladie, bien entendu, mais surtout qu'au moment du dépistage, nous retrouvons quand même des chiffres qui sont relativement importants. Ceci s'expliquerait probablement par le sous-diagnostic déjà constaté par les différentes enquêtes au niveau de la Fédération internationale du diabète. Et nous voyons que dans notre région particulièrement, le sous-diagnostic est quand même très important. Alors concernant la néphropathie diabétique, là, nous avons fait appel aux données de la Société marocaine de néphrologie et vous voyez que le diabète vient en tête chez des malades qui sont en dialyse, donc dans 11 centres de Casablanca. Donc 44% des dialysés sont des diabétiques, ou autrement dit, le diabète est responsable quand même de l'insuffisance rénale dans des proportions quand même inquiétantes. Ce qui a ramené les différentes sociétés savantes sous l'égide du ministère de la Santé à réfléchir sur un programme rein, diabète, hypertension, donc pour intégrer les activités de prévention et de prise en charge. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je ne sais pas si ce programme il a déjà été mis en route dans certains centres. Je crois que Mme Rakchi est là, il pourra peut-être nous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Donc toujours en ce qui concerne les complications, donc vous voyez ici, c'est des chiffres, bon bien entendu, il y a une insuffisance au niveau du dépistage, mais les chiffres sont éloquents. Alors concernant le pied diabétique, là aussi, le dépistage n'est pas souvent fait, hein, ça c'est un message peut-être aux praticiens pour qu'ils s'intéressent au dépistage de ces complications, bien entendu, et nous voyons des chiffres qui sont quand même inquiétants. Alors, les autres complications, essentiellement la neuropathie, vous voyez que les chiffres sont là aussi très importants. Ceci est à l'origine quand même, comme c'est une population jeune,
comme c'est une population jeune, ça veut dire active, ceci pourrait être responsable, bien entendu, d'arrêt maladie, donc d'absentéisme professionnel. Et donc, nous voyons que chez des personnes qui ont dans les interrogés, donc dans les 3 derniers mois, ils ont déclaré avoir eu un arrêt maladie. Ils étaient quand même, c'est relativement important, et la durée moyenne d'arrêt de travail est pratiquement de 15 jours. Cette maladie est aussi une raison pour une hospitalisation, que ce soit pour des complications ou aiguës ou chroniques. Et donc, les hospitalisations, vous voyez ici, c'est relativement faible, mais c'est quand même aux alentours de 10%. Alors, qu'en est-il de l'aspect thérapeutique? Donc ici, je parle fondamentalement du diabète de type 2. 70% sont sous ADO, 6% sous mesures hygiéno-diététiques, et l'insuline, que ce soit l'insuline seule ou associée aux antidiabétiques oraux, ça représente à peu près 25%. Nous retrouvons à peu près les mêmes chiffres dans une autre enquête plus récente. Et donc, les types 1 ici, c'est les traitements médicamenteux en fonction de l'âge, bien entendu. C'est les antidiabétiques oraux, fondamentalement les sulfamides, les sulfonyluries et les biguanides, c'est-à-dire la metformine, donc ils sont très largement utilisés. Voilà, donc c'est l'association sulfamide metformine qui est largement utilisée. Alors, quant au traitement insulinique, donc nous voyons ici ce qui est privilégié, c'est soit une insuline basale, soit une prémix, dans des proportions quand même relativement importantes, et que voilà, la dose journalière, comme vous voyez, les doses ne sont pas très importantes, donc c'est pratiquement les prémix qui sont privilégiés. Ce qui est privilégié, c'est l'association, c'est les prémix, c'est les insulines, si vous voulez, biphasiques, 30-70. Voilà, et donc par rapport à d'autres pays de l'enquête IDMPS, le Maroc quand même utilise, bon, c'est peut-être lié aux habitudes ou la disponibilité du produit, bon, peut-être qu'on peut en discuter tout à l'heure. Alors concernant le suivi, il y a peu de patients, quand on regarde la fréquence de la mesure de l'hémoglobine glyquée, donc vous voyez, hein, ceux qui sont réguliers, tous les 3 mois, c'est à peine 12%, tous les 6 mois, c'est 44%, et 52% ont déclaré qu'ils mesurent leur hémoglobine glyquée tous les ans, ce qui est quand même, vous serez d'accord avec moi, tout à fait insuffisant. Alors, la majorité des patients ne sont pas bien contrôlés puisque à peine 31% qui ont une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Alors, quand on se compare à d'autres pays concernés par les mêmes enquêtes, nous sommes un petit peu moins, nous avons des chiffres moins que les autres. Alors, concernant l'autocontrôle glycémique, il n'est pas optimal. Chez les diabétiques de type 2 qui sont sous traitement oral, il y a à peine 27% qui font de l'autocontrôle glycémique. Ceux qui sont sous insuline, c'est pratiquement le double. Mais quand on regarde la fréquence de l'autocontrôle glycémique, on voit que c'est très faible. Alors, est-ce que c'est lié à des problèmes économiques, à la disponibilité? On verra au niveau de la discussion. Bien sûr, il y a une prise en compte de la maladie diabétique au niveau international. Et là, juste pour donner un exemple, selon l'OMS, il y a une forte augmentation du nombre de décès liés aux maladies non transmissibles, dont le diabète, bien entendu, dans les années à venir, particulièrement dans notre région. Vous voyez que c'est des chiffres ahurissants. Et donc, bien entendu, le Maroc est concerné puisque les maladies non transmissibles représentent 75% de toutes les causes de décès. Et donc, voilà, c'est pour attirer l'attention et tirer la sonnette d'alarme. Et ceci a des conséquences, bien entendu, économiques, puisque le coût de l'inaction
des pays en développement pour les 15 prochaines années est énorme par rapport au coût de l'action. Donc, je ne suis pas expert dans le domaine économique, mais quand même, je crois que là, c'est pour poser la problématique. En réponse à cela, le ministère de la Santé a proposé une stratégie sectorielle 2012-2016. Je ne sais pas si elle est évaluée aujourd'hui, mais en tout cas, c'est la stratégie qui est en vigueur, me semble-t-il. Alors, dans cette stratégie, on parle de développement et du contrôle des maladies non transmissibles, évidemment, dont le diabète. Il y a un certain nombre d'actions et de mesures, dont la promotion d'une alimentation saine et équilibrée, la lutte contre l'obésité et la promotion de l'activité physique, etc. Donc, l'élaboration et la mise en place d'un programme de dépistage des sujets à risque, c'est quand même important. La définition des modalités de prise en charge, le fait de faire en sorte à ce que les médicaments soient disponibles au niveau des centres de soins. La formation des professionnels n'est pas absente et le développement du réseau dont j'ai parlé tout à l'heure, diabète, rein, hypertension. Alors, pour conclure, je dirais que le diabète, ou plutôt la prévalence du diabète est forte, et non seulement forte, mais elle est en progression, et que nos patients sont massivement mal contrôlés, qu'il y a une insuffisance peut-être de prise en charge, de l'autocontrôle glycémique, une insuffisance de dépistage des complications. Donc il y a quand même ces éléments positifs, une prise en compte de cette maladie dans le cadre des maladies non transmissibles au niveau mondial et au niveau national, bien entendu. Et donc là, ce sont des opportunités qui s'ouvrent et c'est à nous de faire, j'allais dire, du lobbying ou du peut-être pour aller de l'avant. Je vous remercie.